Bonjour à tous, soyez les bienvenus et merci de nous suivre en direct ici depuis le campus du CESI à Reims, un campus de formation supérieure, campus de formation également professionnelle. Alors ce sont donc les sciences qui nous réunissent aujourd'hui. Oser les sciences. Oser, ça veut dire avoir l'audace, avoir le courage de faire quelque chose. Alors en faut-il pour se lancer dans les sciences? Ça, je ne sais pas, et à l'heure du choix pour vous, peut-être. Peut-être en tout cas faut-il avoir envie de se lancer dans les sciences. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous donner envie peut-être de vous lancer, peut-être dans des études scientifiques, technologiques, techniques, peut-être aussi lever un doute, peut-être, ou conforter un choix encore hésitant pour vous lancer dans les sciences. Et pour ça, nous avons invité de nombreuses personnalités ici présentes, donc que vous voyez autour de moi, et qui vont partager avec vous leur parcours, leur expérience et puis leur bonheur également de pratiquer les sciences au quotidien dans leur métier. D'ailleurs, regardez comme ils sont épanouis, ça se voit pas trop derrière le masque, mais c'est le cas, je vous le garantis. Allez, je vous les présente. Cécile Pierrot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche en cryptographie à l'INRIA de Nancy, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Vous nous expliquerez combien votre domaine est important dans la sécurité des échanges numériques, et quels qu'ils soient d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Sophie Bigot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet au sein de la direction des déplacements et études sur les espaces publics à la communauté d'agglomération du Grand Reims. Et votre domaine, vous, c'est la création des routes. Oui. Clémence Faligot, bonjour. Vous êtes élève ingénieur en deuxième année à CESI, spécialité informatique, qui est bien loin de ce qui vous passionnait de prime abord. Et pourtant, le coup de cœur vous a emmené jusqu'à la technique et les sciences. Guillaume Deschamps, bonjour. Bonjour. Ingénieur agrégé de mathématiques, enseignant formateur à CESI Reims. Et avec vous, on découvrira une forme de pédagogie originale par projet, et puis les cursus également qui mènent au métier de demain. Et d'ailleurs, on l'évoquera avec l'ensemble de nos invités. Sébastien Attencourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes général manager à 2 Mac 1 dans cette société dans l'Aisne. Nous verrons avec vous quelles sont les applications métiers de la science et notamment dans l'automobile, votre secteur aussi. Et puis Irène Marcovici, enseignante-chercheur qui n'est pas avec nous aujourd'hui, elle n'a pas pu se rendre jusqu'au campus CESI, mais on a pu enregistrer préalablement quelques-unes de ses interventions. Et puis je voudrais préciser également que vous faites partie de cette table ronde, vous êtes invité au même titre que ceux qui sont ici présents physiquement. Vous pouvez interagir avec eux, leur poser toutes les questions si jamais vous voulez lever un doute, vous voulez avoir un approfondissement sur un aspect du métier ou du cursus qui a mené au métier qu'exercent nos invités aujourd'hui. Vous pouvez le faire via cette adresse donc, que vous trouvez en bas de l'écran, ocopé@cesi.fr. Allez, première question maintenant. C'est simple, je vais vous demander ce qui vous a poussé à vous tourner vers les sciences. Est-ce que c'est la boîte du petit chimiste quand vous étiez môme? Est-ce que c'est, je ne sais pas, peut-être un livre, une émission de télé? Clémence Faligot, vous, l'informatique, elle est bien loin du dessin ou de la musique qui aurait pu être votre voie professionnelle. Et pourtant, c'est un stage qui a été la révélation pour vous. Oui, c'est ça. C'est un ami qui m'a poussé à faire un stage au CESI. Et j'ai pu découvrir un peu de robotique, un petit peu d'informatique. Et ça m'a tout de suite plu de pouvoir créer quelque chose presque de rien. Tout de suite, vous créez, Oui, sans forcément avoir de la technique avant. oui, c'est ça. J'avais aucune compétence en arrivant. Et en fait, on avait les ressources et j'ai appris. Et c'est cet aspect-là qui m'a tout de suite plu, de pouvoir apprendre encore et encore et créer presque de rien, comme je l'ai dit. Ben, on va approfondir aussi cet aspect des choses, parce qu'ici à CESI, c'est une des façons d'enseigner dans le pratique. Cécile Pierrot, vous avez toujours aimé les maths, mais vous auriez pu tout autant vous lancer dans des études littéraires. Mais un prof de maths vous a piqué au vif, racontez-nous. Exactement. Donc, j'ai toujours aimé les maths depuis toute petite, mais c'était pas la seule discipline qui m'intéressait. J'aimais bien l'histoire, la géo, le français, beaucoup le français. Et ce qui m'a décidé, c'est en fait quelque chose de très étrange. J'étais donc jusqu'à première, terminale, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et j'avais demandé une bourse pour faire des sciences. Et on me demandait dans cette bourse un petit mot de mon professeur de mathématiques disant que ça se passait bien et que j'allais bien. Donc j'avais été demander à mon professeur de maths à l'époque ce commentaire. Et en fait, j'avais vu que sur le papier, il avait écrit Cécile a d'indéniables qualités littéraires. Sous-entendu, les maths, on n'en parle pas. D'accord. Et là, j'avais été très choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai aussi d'indéniables qualités en mathématiques. Bien sûr. Et en fait, cette personne qui m'a dit, tu vas pas pouvoir faire mathématicienne, m'a poussée à devenir ce que je suis aujourd'hui, donc mathématicienne.
Parce que je me suis dit, mais si, en fait, je suis capable de le faire, même si on croit pas en moi. Vous auriez pu aller en littéraire? J'aurais pu aller en littérature. Ouais. Pourtant, vous avez fait 8 ans d'études en maths Exactement. et informatique. Mais je regrette pas du tout, j'adore ça. On en parlera aussi, bien sûr, hein, de l'épanouissement et du plaisir que vous prenez à exercer vos métiers. Bonjour, Sophie Bigot, on s'est déjà dit bonjour, pardon. Vous, votre passion pour les routes, alors ça, c'est une balade en bus à Marne-la-Vallée. Voilà, Elle est née c'est là. ça. Alors, j'étais en classe préparatoire et je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et en fait, je prenais le bus pour aller à l'école. Et sur la route, en fait, j'ai vu des chantiers, j'ai vu des hommes en fait, qui se réunissaient, qui construisaient. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux construire la route de demain, je veux construire l'avenir. Et du coup, je me suis lancée dans le BTP. Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. À 19 ans, ça Voilà. y est, vous vous êtes dit, c'est ça. Et C'est rien ça, d'autre. Et avant, vous exactement. aviez autre chose en tête, avant de découvrir cette ville en mutation? Alors, oui, je voulais c'est sur ingénieur, je voulais me travailler en fait, dans plein de domaines de compétences. J'étais plus généraliste à la base et mais à l'école, en fait, je savais pas trop où aller. Je me suis dit que les concours allaient m'orienter et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que c'était trop scolaire, que je ne trouvais pas encore ma voie. Et en fait, le fait d'avoir vu ce que je voulais faire, ça m'a motivée. Du coup, en fait, j'ai intégré une école d'ingénieur par alternance sur Reims, le Conservatoire national des arts et On y métiers. reviendra sur, Voilà, sur les c'est ça. aspects cursus et Voilà, vos choix. Mais en tout cas, le déclic, c'est ça. c'est C'est ça, d'avoir vu cette exactement. ville en mutation. Vous voyez qu'il y a plein de façons différentes d'aborder une carrière. Irène Marcovici, qui est enseignante chercheur, donc qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. On a enregistré sa réponse autour aussi de son envie et de la raison pour laquelle elle aime tant les maths. Regardez. Donc justement, ce qui est intéressant dans les mathématiques, c'est que ça sert à plein de choses. Donc les maths, on les retrouve à la fois pour les prévisions météorologiques, ou pour décider une aile d'avion, ou dans le domaine de la santé, pour essayer de modéliser des épidémies, pour essayer de trouver le meilleur traitement médicamenteux pour lutter contre une maladie. Donc les maths, elles sont partout. Elles sont dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de l'environnement aussi. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée si vous avez envie de travailler dans un certain domaine, donc que ce soit le domaine de la santé, de l'environnement ou dans les banques, dans les assurances. Les maths peuvent être une porte d'entrée pour entrer dans ce domaine-là. Et on peut accéder à tout type de métiers après des études scientifiques. Ce qu'on appelle l'ingénierie mathématique, c'est quelque chose qui intervient dans des domaines extrêmement variés et qui peut vous permettre de de travailler dans un domaine qui vous plaît et pour lequel vous aurez à cœur de vous investir dans votre travail. Et donc, en plus de tout ça, en plus de tous ces métiers d'ingénierie mathématique, donc il y a aussi, bien sûr, les métiers de l'enseignement qui recrutent. On manque d'enseignantes et d'enseignants en mathématiques et également donc, les métiers de la recherche académique comme le mien. Donc ça, je ne cache pas que c'est des métiers plus difficiles d'accès où il y a assez peu de postes, mais dans tous les cas, après des études scientifiques, il y a quand même une vaste gamme de métiers possibles et dans des secteurs qui embauchent. Voilà, Irène Marcovici, donc enseignante-chercheur à Nancy. Les maths, on va se tourner vers une autre chercheuse, Cécile Pierrot. Les maths, c'est poussiéreux, c'est pas poussiéreux? Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Non, alors justement, les mathématiques, c'est pas poussiéreux, même si je viens de faire une blague quand vous étiez pas là. J'ai dit que Thalès était mort depuis très longtemps, donc c'est vrai. Mais on a encore beaucoup de choses à trouver aujourd'hui qui concernent les maths. Donc moi, je peux vous parler de ma branche des mathématiques, qui est aussi très proche de l'informatique. Oui, parce que vous êtes à la fois, vous faites de la recherche fondamentale. Exactement. Et vous avez quand même, ça vous amène à devenir cryptographe, qui est quelque chose d'assez ancré dans le réel, surtout dans la société actuelle. Racontez-nous ce que c'est, qu'est-ce que vous faites. Et c'est un petit jeu, en fait, au quotidien, vous appelez ça le jeu de
gentille méchante. Exactement. Mm. Donc, je suis cryptographe, ça veut dire que je travaille dans les codes secrets. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans la peau de quelqu'un de malveillant, par exemple Bachar el-Assad, là on a un vrai bon méchant, qui veut essayer de comprendre un message qui ne lui est pas destiné, ou d'écouter par exemple Angela Merkel et Emmanuel Macron qui se parleraient au téléphone, mais avec un téléphone qu'on appelle sécurisé, chiffré. Et je me demande, cette personne très malveillante, qu'est-ce qu'elle peut quand même comprendre de ce message qui n'était pas pour elle? Donc mon travail, c'est vraiment ça. Et quand je trouve des failles ou quand j'arrive à faire quelque chose alors que je ne suis pas censée, bon, bah là, dans ce cas-là, je vais le dire à tout le monde. En fait, publiquement, je vais dire attention, il y a un problème sur ce protocole. Qu'est-ce qu'ils se sont dit récemment, Euh, Emmanuel Macron et Angela Merkel? Alors, si j'avais des informations confidentielles comme ça, je ne vous les donnerais pas, désolé. Très bien. Bon. Et vous êtes dans un domaine où recherche fondamentale et recherche appliquée donc, se rejoignent. Il y a d'autres applications concrètes qu'utilisent d'ailleurs les lycéens qui nous regardent là, aujourd'hui et que nous tous utilisons. Hein. Ouais, alors bah, je pourrais même vous poser la question, à votre avis, est-ce que vous utilisez de la cryptographie au quotidien? Souvent, on me dit, oh bah non, moi j'ai rien à cacher. En fait, si, donc pas forcément des choses à cacher, mais vous allez utiliser de la cryptographie quand vous passez à la douane et que vous montrez votre passeport. En fait, le douanier, il vérifie que le passeport a bien été fait par le gouvernement, par exemple français, si vous êtes français. Ça, c'est de la cryptographie. Quand vous envoyez un message à votre ami par WhatsApp, WhatsApp, ça utilise de la cryptographie. Quand vous demandez à vos parents de vous emmener quelque part en voiture, en fait, si votre voiture est assez récente et que vous pouvez l'allumer à distance, votre voiture, elle communique avec la clé d'un de vos parents avec de la cryptographie. Donc, dans tous les objets du quotidien, comme ça, les clés de voiture, les passeports, les cartes bancaires surtout, vous allez utiliser de la cryptographie. Et aujourd'hui, il y a même une application que vous connaissez tous, j'espère, qui s'appelle Tous Anti-Covid. En fait, Tous Anti-Covid, derrière, c'est des protocoles de cryptographie. On ne veut pas donner des informations à tout le monde, des informations médicales, donc on les sécurise et on utilise des maths pour ça, et de l'informatique. Donc vous contrez les petits malins qui voudraient s'accaparer ces données ou essayer de les lire. Exactement, moi, pendant mon premier confinement, j'ai passé mon temps à essayer d'attaquer Tous Anti-Covid. Ça n'a pas marché, je suis désolée. Ah, c'est vrai, ça marche. Non, Donc non. on peut avoir confiance en cette application. Du coup, moi j'ai confiance, ouais, j'ai bien essayé de tout faire. Voilà, je pense qu'on a quelqu'un qui a d'aguerri, qui a tenté le coup. Et comment est-ce que vous travaillez au quotidien? Parce que bon là, vous donnez des exemples Au quotidien, bien, mais votre travail à vous, il consiste en quoi? alors c'est un travail de réflexion quand même, c'est un travail souvent solitaire où on est 2 ou 3 mais rarement plus. Donc un travail lent, il faut beaucoup de patience. Est-ce que si je montre quelque chose à la caméra, on va voir? Oui, on peut On essayer. peut essayer. J'ai un exemple, je ne sais pas si on peut faire un zoom de ce que je suis en train de faire en ce moment. On ne peut pas faire de On zoom. peut pas faire Et de je zoom. peux approcher la... On va montrer On va bidouiller ça comme ça. Voilà, ou celui-là, enfin peu importe, c'est pareil. Donc, Non, c'est où? c'est Elle est où? ça. C'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il est en train de vous montrer. Je vais essayer. C'est mon merveilleux assistant. En fait, cette chose-là, c'est donc une copie d'un manuscrit sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. C'est un manuscrit qui date de 1400 et des poussières. On ne sait pas dans quelle langue il a été écrit, on ne sait pas ce qu'il raconte. Il y a des dessins un peu ésotériques qui pourraient nous expliquer. Et donc cette chose-là, c'est probablement une langue ancienne qui a été chiffrée. Et donc en fait, là en ce moment, je passe mon temps à essayer de prendre des informations, d'éclairer ce mystère. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps, je ne vous cache pas que ça fait longtemps qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que ce manuscrit. Ça s'appelle le manuscrit de Voynich. Si quelqu'un veut le regarder sur Internet, il y a plein d'informations sur ce manuscrit. Eh bien, on a suivi Sophie Bigot également. Vous êtes suivi sur le terrain, parce que là, on est dans l'univers de la recherche pure, et un univers qui ne vous aurait pas du tout convenu à vous, j'imagine, hein, parce que vous, c'était plutôt du concret, du terrain. Et bien justement, on vous a suivi sur le terrain, sur les terrains d'ailleurs, votre terrain professionnel et votre terrain sportif. On regarde cette vidéo tout de suite. Je suis maître d'œuvre interne au sein du Grand Reims. Mon métier consiste à réaliser des projets d'espace public, depuis l'élaboration du projet à l'exécution des marchés jusqu'à la livraison du domaine public. Ma première mission consiste à travailler avec des dessinateurs et des surveillants de travaux pour mettre par écrit ce qu'on conçoit ensemble. Une fois le projet élaboré, on envoie notre dossier d'appel d'offres au service marché pour pouvoir attribuer à des entreprises de travaux publics pour la réalisation des travaux. Les travaux peuvent concerner tout ce qui est sur le domaine public, de la réalisation des travaux de voirie, de l'assainissement, de l'eau potable,
tout ce qui est réseau sec, éclairage public, mobilier urbain et espace vert. Pour la partie terrain, je vais sur les chantiers avec des surveillants de travaux pour suivre l'évolution du marché dans les règles de l'art. Ici, on crée une nouvelle route pour relier 2 rues existantes dans le cadre de viabilisation de bureaux. Ici à Reims, c'est par ce genre de chantier qu'on améliore notre cadre de vie et sur le plan personnel, c'est très enrichissant. J'ai également en charge des fouilles archéologiques préventives sur certaines opérations. Ces fouilles sont obligatoires dans le cadre du réaménagement de la voie publique. Le diagnostic a été révélé positif et a soumis des vestiges datant du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de créer des routes, de les voir se réaliser, puis être ouvertes à la circulation. C'est ma plus grande satisfaction. 5 fois par semaine, je vais courir ou sur piste ou dans les bois. Ça me permet d'évacuer tout le stress de la journée. C'est un entraînement collectif et ça m'apporte beaucoup de bien de m'entraîner avec des amis, dans la bonne ambiance et dans un cadre très joyeux. Après mes études secondaires, j'ai intégré une école d'ingénieur à Reims, l'Institut d'ingénieur des techniques du bâtiment et des travaux publics, avec une formation en 2 temps, une préparation intégrée, puis 3 ans en alternance dans une entreprise dans Lyon. Depuis une quinzaine d'années, je pratique l'équitation en amateur et ça me permet en fait d'être en communion avec la nature et avec les animaux. J'équilibre ma vie entre le côté urbain de ma vie professionnelle et le côté nature de mes loisirs. Ma devise est que même si c'est difficile, même si c'est insurmontable, il ne faut jamais abandonner. Allez les filles, osez les sciences! Alors, osez les sciences, les filles, on y reviendra d'ailleurs hein, sur l'aspect les filles dans les sciences et on se posera la question de leur sous-représentativité ou sous-représentation dans le domaine scientifique, que ce soit dans les cursus ou les métiers. Sophie Bigot, vous préparez quelle course là en ce moment? C'est annulé, mais j'ai le projet de me réinscrire en fait à l'Ultra Trail du Beaufortin, 107 km dans le Beaufortin. Ah oui, d'accord. C'est le maillot de l'EFSRA qu'on vous Oui, portez, le le club champion d'athlétisme de Reims. Voilà, C'est c'est ça. D'accord, ah oui, donc vous êtes déjà bien aguerri au niveau course. Vous Oui. avez un palmarès, je crois, derrière. Eh ben oui, j'ai déjà 10 marathons actifs et plusieurs ultra trails. On va revenir sur votre métier. Donc, construire des routes, ça demande pas forcément de maîtriser tout le sujet de bout en bout. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer. Dans mon métier, je suis chef de projet. Je m'entoure d'une équipe de dessinateurs, de surveillants de travaux pour construire en fait un projet de A à Z, de la conception jusqu'à la réalisation et la livraison au public. Je travaille également avec des architectes, des urbanismes, des organismes logeurs pour faire les voiries en fait, au pied des bâtiments. C'est de la création et c'est ça qui me plaît en fait. C'est vraiment de construire et de voir réaliser ce que j'ai fait, de rouler dessus, de dire quand je passe à mes enfants, oh, regarde, c'est maman qui l'a fait. C'est toujours un plaisir. Okay. Et ils le disent à leurs copains aussi. Celle-là, Bien c'est sûr. ma maman qui l'a fait. C'est maman qui l'a La fait. fierté de la famille. Très bien. Quel cursus avez-vous suivi pour Alors, devenir maître d'ouvrage? Je suis maître d'œuvre Pardon, au sein du Grand Reims. Alors, j'ai fait une école d'ingénieur par alternance au Conservatoire national des arts et métiers. C'est un cursus sur 5 ans, 2 ans de prépa intégrée, 3 ans en alternance. J'ai fait mon alternance dans une entreprise dans Lyon et on passait à peu près 6 mois dans l'année sur le terrain et 6 mois à l'école. Donc, c'est vraiment l'association du côté pratique, du côté technique avec le côté théorique qui m'a permis de me révéler en fait dans mon métier. Je n'étais pas forcément une très bonne élève à l'école, mais en fait, le fait de faire ces études-là, de savoir vers où je voulais aller et ce que je voulais faire, en fait, ça m'a permis de réussir brillamment mes études. C'est important d'insister là-dessus. Hein. Voilà, c'est Vous ça. n'étiez pas forcément une très bonne élève Non. et on peut quand même réussir des beaux parcours
dans la technique ou la technologie. Est-ce que certains d'entre vous veulent rebondir là-dessus, le fait peut-être dans les maths? Est-ce qu'on se lance dans des études scientifiques? Est-ce qu'il faut absolument être très bon en maths pour ça? Est-ce que vous pouvez aborder l'un ou l'autre? Voilà, c'est cette Vas-y, question. Guillaume, je t'entends les parler. Alors, Guillaume Deschamps, Euh, vous êtes enseignant, vous. Oui, alors je suis enseignant ici, là. Non, je pense pas qu'il faille être nécessairement très bon. Il y aura toujours des élèves qui le seront. La réalité, c'est surtout qu'il faut être assez solide, on va dire, peut-être dans plusieurs matières plutôt. On va plutôt s'intéresser à ça. Il faut avoir quand même des bases, évidemment, en mathématiques, ça c'est quand même important. Mais ce qui est important, c'est d'avoir quand même un profil assez complet, au final. On va en discuter peut-être un peu plus tard là, Oui. sur l'aspect de ce qu'on va rechercher, par exemple, ce que les entreprises vont rechercher comme type de profil. Et on va s'apercevoir que finalement, les profils extrêmement experts ne sont pas forcément les plus recherchés finalement. Et voilà, donc il faut garder ça en tête. J'ai une question pour vous, parce qu'on vient de constater qu'on pouvait suivre un cursus scientifique académique, se lancer éventuellement dans la recherche, pourquoi pas, opter pour une formation pratique, exemple donc avec vous Sophie à l'instant, et rien n'empêche finalement de passer de l'un à l'autre. Et là c'est votre cas, Guillaume Deschamps, qui va illustrer ce que je viens de dire, parce que vous avez vous avez une formation orientée mathématiques, informatique, également électronique, et vous êtes passé d'ingénieur télécom à la banque, communication web et réseau, également enseignant donc maintenant. On peut aller de l'un à l'autre grâce à la technologie, grâce au numérique. Qu'est-ce qui permet tout ça? C'est quoi? Alors oui, comment dire, il y a quand même un fil rouge là sur les aspects scientifiques et même numériques, hein, dans mon cas. J'ai fait une école qui était très tournée vers Internet dès le départ, même à l'époque, j'ai envie de dire. Il y a combien de temps? C'était il y a 25 ans. Et c'était vraiment le balbutiement de l'apparition du web, comme ça, l'accès au web un peu à tout le monde, un peu plus généralisé. Et en fait, non, je pense que ce qui est utile, c'est d'avoir un bon bagage. Donc justement, je reviens sur ça, d'avoir un bagage finalement assez complet pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avoir une certaine agilité dans la construction de sa carrière. Moi, je sais que ça m'a permis, pendant mes études, de découvrir donc différentes choses que vous avez mentionnées. Et puis, par la suite, je me suis orienté pour aller travailler dans l'informatique financière. Je suis devenu aussi chef de projet au final, donc un poste plus de management. Puis après, j'ai décidé de changer vraiment complètement de métier. Je me suis dirigé vers la communication, donc toujours orienté web et réseau, parce que, enfin, surtout web et réseaux sociaux, je veux dire, parce que, bon, bah là, j'avais aussi des connaissances. Mais en fait, j'avais pas du tout de connaissances en communication. C'était beaucoup en anglais, par exemple, ce qui était quelque chose que j'avais appris aussi au fur et à mesure de ma carrière. Et puis, bon, voilà. Donc, j'ai fait aussi de nombreuses années dans ce domaine. Et puis, finalement, j'avais toujours voulu enseigner. Donc, je me suis remis dans les maths, qui était quand même ma matière favorite. Ça, voilà. Et donc, je me suis revenu à ça. Et je suis devenu prof de maths dans le secondaire. Hein. Donc, j'aurais pu être le prof de maths des lycéens et des lycéennes qui nous regardent, avant de sauter le pas et de passer dans le supérieur. D'accord. Et on verra comment vous menez les enseignements ici Oui, alors voilà. spécifiques. Je le disais, on en parlera après avoir aussi vu Clémence Faligot dans ses œuvres, aussi dans les ateliers du CEDI. Est-ce que j'avais une question à vous poser là, à tous les cinq? Est-ce que le numérique aujourd'hui, c'est l'élément fédérateur qui permet d'intégrer les sciences ou la technologie dans tous les métiers, ou en tout cas dans les métiers? Je pense que nous tous, c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser. En fait, c'est pas forcément le but en soi. Le but, c'est pas forcément de faire du numérique. Mais par contre, c'est quelque chose qui nous facilite la vie à plein d'égards. Moi, je me sers de l'informatique. En fait, je m'appuie sur l'informatique pour être capable de mener mon métier. Donc, dans ce sens-là, oui, il faut vraiment s'y mettre. Dès l'instant où on se forme au numérique, on peut arriver à tout? Alors ça, je sais pas, parce que je fais pas tout. Mais je sais que ça peut aider dans beaucoup, beaucoup de domaines. C'est un outil qui nous permet d'aller plus vite, d'organiser mieux les choses, de résoudre plein de problèmes. Et les entreprises ont besoin de ces profils? Sébastien, Il est- vous êtes justement manager. Il est évident que le numérique est présent partout dans les chaînes de production ou dans l'innovation des entreprises pour maintenir une bonne compétitivité. Chez nous, chez Ademaquin,
On va rappeler quand même ce que vous faites, enfin pas rappeler d'ailleurs, expliquer ce que vous faites. Alors en fait, Aldemaquin est une entreprise basée dans l'Aisne qui fait du benchmarking automobile. Alors benchmarking, c'est de l'analyse de la concurrence pour le secteur automobile essentiellement. Donc on a 180 personnes, techniciens et ingénieurs qui sont en fait qui vont démonter les voitures, qui vont analyser l'ensemble des composants du véhicule et qui vont construire de la donnée. Nous, ce qu'on vend, c'est de la donnée aux constructeurs, aux équipementiers automobiles. Et pour ça, on a des équipes physiques qui vont démonter, analyser l'ensemble des composants de la voiture, et puis des équipes informatiques qui vont justement reconstituer ces véhicules en 3D, offrir des solutions cloud à nos clients, ou offrir des solutions informatiques, numériques, qui vont permettre aux équipementiers et aux constructeurs d'innover et d'innover encore plus vite qu'ils ne le font aujourd'hui, en s'appuyant sur les éléments collectés à la concurrence. Quel profil vous avez besoin de quel profil pour cette mission? Alors, on a un grand panel de métiers. On a des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs informatiques, évidemment, mais on a aussi des techniciens qui vont être capables des techniciens, des laborantins qui vont analyser les matières. On a vraiment un panel très, très large de compétences. Au-delà de la compétence métier, ce qui nous plaît chez Aldemaquin, c'est de recruter des gens qui sont souvent passionnés par l'automobile, passionnés par ce qu'ils vont faire, puisque l'automobile est un monde qui bouge vite, qui bouge fort, et encore une fois, avec les enjeux écologiques actuels et environnementaux, il y a tout à créer chaque jour. Et donc, une des compétences clés pour nous dans le recrutement, c'est vraiment l'envie de travailler autour de l'automobile et cette passion de l'automobile. Bon, il y a des débouchés dans l'automobile, dans votre secteur aussi qui tourne autour de l'automobile, mais c'est important quand même de le préciser. Là, je vais vous demander un tour de table, chacun de vous, dans vos domaines, me dire et dire aux lycéens qui nous regardent quels sont les débouchés si on suit votre cursus, les différents métiers, pas forcément les vôtres, mais ceux qui gravitent autour, avec lesquels vous pouvez être amené à collaborer. Je sais pas, on peut aller, Stéphie Pierrot, allons-y, on va aller dans ce sens-là. Alors, moi j'ai fait plusieurs études qui se chevauchent un peu, les mathématiques, l'informatique. Donc l'informatique, je sais que Clémence va pouvoir en parler à ma place, donc j'en parlerai pas. En mathématiques et en cryptographie, du coup, qui est ma branche spécialisée, on peut faire donc du coup la recherche, c'est ce que je fais. Il y a des personnes qui partent enseigner aussi, ça c'est quelque chose d'assez important. Et puis on a beaucoup de nos personnes que l'on forme et qui vont travailler dans les entreprises pour essayer donc ça devient des ingénieurs, hein, pour chercher les meilleures solutions à déployer sur le marché. Donc il y en a qui vont faire par exemple du développement informatique, qui vont faire du code, d'autres personnes qui vont réfléchir aux autres solutions qu'on va pouvoir apporter. Et on a aussi une branche que vous verrez jamais sur les tables rondes, c'est tous ceux qui partent dans le ministère de la Défense et des Armées, dit autrement les espions. Donc on va pas... Le bureau des légendes. Le bureau des légendes, alors s'il y en a qui ont vu le bureau des légendes, j'adore cette série. Donc je ne connais pas des personnes qui ont fait ma formation et qui sont parties en Syrie, etc. Par contre... Ils vous l'auraient pas dit de toute façon. Ouais. Par contre, si vous connaissez la série, vous voyez que dedans, il y a des personnes qui sont des techniciens, en fait. Ceux qui sont un petit peu dans les câbles où il n'y a pas de lumière, là, ils font le même métier que moi, en fait. Vous voyez des gentils hackers, c'est-à-dire des gens qui essayent de faire des choses malveillantes pour donner cette information, en fait, à leur équipe. Donc, c'est aussi une des débouchés. Mais bon, vous ne pourrez jamais en inviter un autour d'une table. D'accord. Mais on sait ou pas que ça existe? Ça existe, en fait. Ah ouais. Ça existe. Et puis, ces gens-là, ils ont fait des mathématiques et de l'informatique. Clémence Faligot, alors vous, évidemment, autour de vous, vous êtes étudiante et avec des étudiants, mais il y a peut-être aussi des métiers qui vous intéressent à travers votre cursus. Quel est le panel de ce qui vous est offert? Alors, il y en a tellement que je ne saurais pas. Allez, citez-en quelques-uns pour les lycéens qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément les débouchés de ce qu'il y a au CESI. Pour l'instant, je fais de l'informatique, donc l'informatique, c'est extrêmement vaste. Donc, il y a du développement, il y a du réseau. Donc, par exemple, dans le développement, je vais pouvoir développer des applications, des sites web, mais c'est vraiment une branche extrêmement vaste. Et après, il y a le côté ingénieur qui fait que finir chef de projet, etc. Donc, vraiment, les études que je suis en train de suivre vont déboucher sur énormément de métiers. Et pour l'instant, j'ai des idées, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire dans 5 ans, on va dire. Ouais, on y reviendra parce que les 2 premières années à CESI, c'est
Il y a un petit peu de tout, on touche un peu à tout pour se faire une petite idée Oui, aussi. c'est ça. Il y a surtout la première année qui est très généraliste. Donc, le CESI propose 4 branches. Donc, on a ces 4 branches-là la première année. Et ensuite, la deuxième année, on se spécialise un petit peu. Et on se spécialise de plus en plus quand les années avancent. Et c'est vraiment à la fin qu'on pourra dire je fais ça. Et du coup, mon métier, ça va être ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que je me laisse encore un peu de réflexion et un peu de découverte de ce qui va venir dans les prochains mois, dans les prochaines années. La curiosité, ça c'est important aussi hein, dans les métiers et dans les cursus. Avoir la curiosité de s'intéresser à tout. Sébastien Attencourt, vous, il y a que des geeks autour de vous ou, Il y a effectivement sur une partie de la population beaucoup de geeks. On a des informaticiens qui sont très branchés nouvelles technologies, qui passent beaucoup de temps avec le casque et devant l'écran. Non, plus largement, les métiers qu'on a chez Ademaquin sont des métiers de sciences autour des batteries, des moteurs, des capteurs, de circuits électriques, électroniques. On a tous ces profils de techniciens et d'ingénieurs qui sont effectivement, vous le dites, mais passionnés chaque jour par ce qu'ils font, parce que pour nos techniciens, nos ingénieurs, chaque voiture est nouvelle, chaque voiture est différente et il y a toujours quelque chose à aller chercher, ce qu'ils appellent chez nous un fait marquant, c'est d'aller chercher cette petite innovation, soit de matériaux, soit de technologie. Mais pour revenir au numérique, pour avoir passé 20 ans la première partie de ma carrière sur un site industriel et de chimie, les métiers sont partout. Dans l'industrialisation, aujourd'hui, on retrouve de l'informatique partout, on retrouve de la robotique partout, on retrouve des enjeux de traçabilité très, très importants. Et donc, effectivement, il y a une diversité, une variété de métiers qui sont, pour certains, très installés dans un bureau, mais qui ont leur traduction opérationnelle et leur traduction physique, qui là aussi amènent un équilibre qui est très intéressant. On peut faire de l'informatique. Mon parcours, si je peux puis y revenir, j'ai démarré en tant qu'informaticien sur un gros projet industriel, et puis très vite j'ai migré. Ce projet, c'était un projet de logistique, et j'ai migré dans la partie opérationnelle où j'ai pu aller investir, développer des robots, des chariots laser guidés et tous ces outils connectés justement au logiciel informatique. Et là, ça donne un panel et ça concrétise aussi d'une certaine manière tout ce qu'on peut imaginer ou rêver dans une phase projet. Donc, épanouissement total à toutes les phases de ce parcours. Guillaume le disait tout à l'heure, quand on est chef projet, on part souvent du besoin du client qui est exprimé initialement. On essaye d'y répondre, et pour ça, on a tout un processus. Et quand au terme de ce projet, on livre ce qui est attendu par le client et qui répond à un enjeu, une problématique, et qui amène la société dans une compétitivité, oui, on est souvent très très fiers en équipe de ce qu'on a été capable de poser pour l'avenir de la société. Un travail en équipe, c'est ce que vous faites. Voilà, Sophie Valigo, quels sont les métiers avec lesquels vous collaborez toute la journée? Alors, étant maître d'œuvre dans une collectivité territoriale, je suis fonctionnaire, et il y a plusieurs en fait typologies dans mon grade d'emploi, c'est-à-dire qu'on peut travailler à l'urbanisme, on peut travailler également dans tout ce qui est paysagiste, et moi, dans mon cas, je suis dans l'infrastructure et les réseaux. Sachant que je travaille énormément avec les entreprises dans le domaine privé, c'est-à-dire que je conçois les projets, étant chef de projet, et je fais faire, avec les passations de marché, à des entreprises privées. C'est-à-dire qu'avec une formation d'ingénieur, on peut devenir conducteur de travaux dans le privé pour la réalisation des travaux même. Ou, par exemple, on peut être ingénieur méthode pour trouver des nouvelles technologies pour justement réaliser ces travaux. On peut travailler aussi en études de prix. La formation est quelque part est la même. Il y a un panel de métiers. Il ne faut pas s'imaginer que la fonction publique ne proposera pas forcément des métiers passionnants. Non, on a de tout. On a vraiment la qualité, enfin, ce qui est bien dans la fonction publique, c'est qu'on a toutes les cartes en main pour la réalisation. On contrôle tout ce qui est budgétaire, planification, décisionnel, pour pouvoir réaliser les travaux eux-mêmes. Guillaume Deschamps, on a vu déjà que vous aviez eu plusieurs
plusieurs parcours, plusieurs fonctions au sein de votre parcours, et assez différentes d'ailleurs. Il y a des métiers aussi avec lesquels vous avez travaillé et qui pourraient intéresser les lycéens qui nous regardent en se tournant vers des cursus techniques, technologiques ou scientifiques? Oui, alors en fait, au final, ce qui va être intéressant, c'est la façon dont les apprentissages vont être convertis en fait dans des compétences et des savoirs et des savoir-être qui vont permettre notamment par exemple, de travailler en entreprise. Bon, en général, l'ingénieur va aller travailler en entreprise. Euh, Si je prends mon exemple, à la base, j'ai fait une spécialisation en télécom, donc on faisait des mathématiques, de l'électronique et de l'informatique, euh, mais principalement pour aller travailler dans ce domaine, évidemment. Donc on allait travailler chez des opérateurs, on pouvait aller travailler chez des équipementiers. Bon, là, c'est donc pour aller concevoir, je sais pas, moi, pour aller concevoir, j'ai des amis qui conçoivent des téléphones portables, des circuits qui sont dans les télévisions ou tous les équipements numériques. Euh, ou toute la partie logicielle, enfin, etc., etc. Mais l'intérêt, c'est que grâce à ces briques de base, j'ai envie de dire, bon, moi j'ai pris la brique mathématique et la brique informatique, par exemple, et je suis allé travailler dans l'informatique financière. Parce que dans la finance, c'est quand même beaucoup des mathématiques aussi. Et du coup, ça s'est fait vraiment sans problème. En réalité, j'ai lu un ou deux livres pour me remettre à niveau, pour avoir des bases, par exemple, de finance, et puis c'était parti. En fait. Donc là, l'intérêt, c'est donc d'avoir des capacités sur des profils qui sont très diverses. Et de la même façon, alors, on parlait du fait que le numérique soit vraiment partout maintenant hein, dans notre société. Moi, j'ai envie de dire, acquérir une compétence numérique, c'est peut-être pour des générations un petit peu antérieures, comme le permis de conduire. Enfin, maintenant, plus personne imagine ne pas avoir le permis de conduire. En gros, c'est quasiment impossible. Peut-être ça va décroître dans le futur sur les évolutions, mais globalement, à l'heure actuelle, c'est une évidence. Et je trouve que la compétence numérique, maintenant, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que ça devient très difficile de fonctionner dans la société actuelle si on n'a pas un certain niveau de compétence numérique. C'est-à-dire il faut savoir maîtriser, alors c'est pas forcément être un informaticien, mais il faut quand même savoir maîtriser un minimum tous ces outils, et parce qu'on en aura besoin Tous dans ces quasiment outils à quoi vous pensez quand vous dites tous ces outils? tous ces outils, je veux dire, que ce soit Internet, que ce soit justement se servir d'un ordinateur, savoir trouver des informations sur Internet, savoir communiquer des informations, savoir utiliser, par exemple, à l'heure actuelle, je pense que bon, les lycéens qui ont connu l'enseignement en distanciel, savoir maîtriser tous ces outils de communication en distanciel. Tout le monde a essayé de se débrouiller avec ce qu'on avait sous la main. Certains voudraient qu'on apprenne à coder dès l'école. Est-ce que ça doit faire partie aussi des cursus à venir? Oui, moi, je crois que c'est déjà le cas là au lycée et ça me paraît pas. En fait, l'algorithmique qui est à la base hein, qui est l'étape avant la programmation, c'est-à-dire la conception d'un algorithme, c'est des mathématiques en fait. Donc là, ça me choque pas du tout. Et le fait d'apprendre à coder, c'est le fait d'apprendre en fait à suivre un processus logique. Vous savez, il y a quelque chose de très très difficile avec un ordinateur, c'est que vous ne pouvez pas négocier avec l'ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur, c'est soit vous lui parlez dans le langage qu'il veut entendre, soit il comprend pas. Et lui, il fera aucun effort pour aller vers vous, en fait. Il fera pas la moitié du chemin pour que vous puissiez communiquer avec lui. Soit vous vous pliez à son mode de fonctionnement, soit il fonctionne pas. Et ça, quelque part, c'est quand même une très très bonne chose à acquérir au niveau mental pour la gestion des processus, etc. Il y a un côté inflexible qui peut être intéressant des fois dans le cursus. Mais tout ça pour dire, je pense que l'intérêt pour les ingénieurs à l'heure actuelle, c'est d'avoir une grande flexibilité. Et aussi, quand on parlait de l'informatique, il y a tout un tas de profils, par exemple, comme administrateur système, administrateur de base de données, enfin, il y a tout un tas de profils informatiques qui peuvent aller travailler n'importe où, parce qu'on en aura besoin partout. On a besoin, si vous êtes administrateur de base de données, des bases de données, il y en a, mais absolument partout à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez aussi bien travailler dans une banque ou une assurance que dans un équipementier automobile, chez un équipementier automobile, que dans la fonction publique, etc., etc. Donc là, on va avoir des métiers transversaux qui vont être utilisés partout et qui vont ouvrir beaucoup de portes, en fait. Et parfois, être une bonne solution pour aller travailler dans l'entreprise ou le milieu de ses rêves, entre guillemets, sans nécessairement travailler précisément sur le sujet dont on parle. Mathématiques, on va y revenir tout de suite avec Irène Marcovici, qui donc, je le rappelle, est enseignante chercheur à Nancy, n'est pas avec nous, mais on lui a demandé, elle aussi,
qu'elle nous présente son métier et puis son domaine de recherche également. Regardez. Donc, enseignante chercheuse en mathématiques. Donc mon activité, mon temps de travail se découpe à peu près en parts égales entre toutes les activités liées à l'enseignement et les activités liées à la recherche. Donc pour ce qui est de l'enseignement, je pense qu'on peut s'imaginer assez facilement à quoi ressemble mon emploi du temps. Donc il y a le temps de cours, la préparation des cours, la correction des copies, toutes les activités classiques qui occupent un enseignant ou une enseignante. Et donc pour ce qui est des activités de la recherche, donc mon domaine de recherche se situe plus précisément en probabilité. Donc mes recherches se situent en mathématiques fondamentales, c'est-à-dire que je ne travaille pas directement sur des applications, mais les questions que je me pose sont aussi motivées par des questions concrètes. Donc une des questions qui est sous-jacente dans mon travail, par exemple, c'est de se demander si dans un programme informatique, au cours du déroulement, il y a des erreurs qui sont susceptibles de se produire, et bien, selon la probabilité avec laquelle ces erreurs vont se produire, est-ce que le résultat final du programme aura encore un sens ou est-ce qu'il y a un seuil d'erreur à partir duquel finalement on perd complètement le sens du programme de calcul. Et donc concrètement, quand j'effectue de la recherche, je travaille avec un papier et un crayon, hein, j'essaie de démontrer des choses. Je fais aussi des simulations pour me donner une intuition. Donc il y a aussi un temps de lecture d'articles. Et au sein de mon équipe de recherche, on se réunit aussi donc chaque semaine pour le séminaire de l'équipe où quelqu'un présente ses travaux aux autres. Donc il y a aussi toute une vie de l'équipe de recherche qui permet de se rencontrer, de discuter des problèmes respectifs qui nous occupent et éventuellement de mener des collaborations ensemble. Irène Marcovici, donc enseignante chercheuse à Nancy. On revient donc ici en direct du CESI, le campus CESI à Reims, où vous pouvez poser vos questions, bien sûr, à tous nos intervenants ici aujourd'hui. L'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer les questions va s'afficher au bas de l'écran si ce n'est pas déjà fait. Donc n'hésitez pas. Je peux d'ailleurs en donner quelques-unes. Quelles sont les options que nous devons choisir dans le cadre de la réforme du bac pour nous diriger vers un cursus scientifique? Question de Chloé qui nous suit depuis Nancy. Tiens, si Chloé peut nous dire dans quel lycée elle nous suit, ce serait sympa. On pourra faire un petit coucou aussi à tout le monde. Donc, qui souhaite répondre au niveau du cursus à suivre pour ça? Je peux prendre cette question-là. Globalement, donc il y a plusieurs types d'études scientifiques, mais évidemment, il y a 3 grandes spécialités scientifiques, les mathématiques, sciences physiques et SVT, hein, sciences de la vie et de la Terre. Donc ça, c'est les trois grandes spécialités autour desquelles vont s'articuler en fait un cursus scientifique. Ensuite, ça va dépendre principalement des souhaits finalement du supérieur et de la voie qu'on veut emprunter. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument se rapprocher. J'encourage vraiment les élèves à aller voir les sites web ou à aller dans les journées portes ouvertes, etc., des filières qui les intéressent, pour demander spécifiquement quels sont les attendus en fait. Et je rappelle qu'il faut se poser cette question dès la seconde en fait. Parce que les choix de première vont limiter les choix possibles en terminale. Et donc, il faut choisir très très tôt, finalement, quelles sont les spécialités. Alors nous, par exemple, si je prends un cursus d'ingénieur généraliste ou en informatique, typiquement, on va attendre maths et physique-chimie, par exemple. Évidemment, si on se dirige plutôt vers médecine, biologie, il y aura certainement des SVT plutôt dans le mix, mais à chaque fois, hein, je répète, chaque en fait, établissement du supérieur va avoir déterminé un petit peu ses propres critères et ses propres recommandations, et c'est important d'aller les consulter et de les suivre. Alors, vous parliez des ingénieurs, le délai d'embauche quand on a suivi des études d'ingénieur, vous avez une idée? Alors bon, le délai d'embauche quand on a suivi des études d'ingénieur est en général très court, hein. On dit souvent d'ailleurs que les ingénieurs, une bonne partie d'entre eux sont recrutés dès leur stage de fin d'études. C'est-à-dire qu'en fait,
souvent, en fait, ils ont signé un contrat avant même d'avoir obtenu le diplôme finalement. Donc évidemment sous réserve d'obtention de ce diplôme, mais donc ça peut être vraiment très, très rapide. Il y a beaucoup de demandes dans les milieux scientifiques en général. Donc on parlait notamment des maths, hein, même en ayant fait des maths, assez fondamentales, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par ces profils. Et puis bon, en informatique, tous les ingénieurs généralistes, et cetera. En électronique, bon là ça recrute bien. Là il y a aucun souci. Après, même je pense dans beaucoup d'autres secteurs, des études scientifiques comme les études de la santé, je pense qu'on n'a pas trop de soucis Ouais. pour trouver des débouchés. Vous n'êtes pas inquiète, donc Clémence, Non, je suis pas inquiète du tout. parce que vos études vous mèneront à un diplôme d'ingénieur? Oui. Ouais. On vous a suivi justement au CESI. On va voir cette vidéo tout de suite de Clémence Faligot, donc dans les ateliers, le cursus et puis ses passions également. Je suis étudiante en deuxième année de prépa intégrée au CESI à Reims, donc en spécialité informatique. Mes 3 missions sont l'apprentissage des matières d'enseignement, par exemple les sciences, la mécanique, etc. Ensuite, mener des projets, puis faire des recherches. Par exemple, mes projets sont la création d'une base de données, un projet industriel ou encore le projet DADI. La création de la base de données, ça consiste du coup à regrouper beaucoup d'informations dans des tableaux pour que ce soit plus simple à l'utilisateur de rechercher une information ou plusieurs informations grâce à des requêtes qu'il va pouvoir spécifier. Dans ce parcours d'ingénieur, nous avons également beaucoup de travaux pratiques que nous pouvons réaliser en allant au Fab Lab grâce à de nombreux outils et à des imprimantes 3D qui nous permettent également de développer des compétences en impression 3D et en modélisation 3D. Ici, le Fab Lab, c'est un peu notre atelier. On peut construire et bricoler. C'est une partie très complémentaire à la théorie des cours, car ça nous permet de mettre en pratique ce que nous avons vu précédemment. Il y a également des projets que nous conduisons en groupe, par exemple le projet DADI. C'est un projet particulièrement intéressant qui regroupe plusieurs technologies et thématiques que nous abordons dans nos études. Ce projet est un projet étudiant réalisé dans le cadre de mes études. Donc ça me permet de faire de la robotique avant d'avoir l'option robotique qui viendra dans quelques années. Ce projet a été baptisé DADI, drone automatisé détecteur d'engins explosifs, pour rappeler sa fonction, qui permet du coup de détecter des engins explosifs et protéger l'homme dans ce genre d'intervention. Dans mon cursus, je développe de nombreuses compétences, notamment la capacité d'adaptation lorsque nous devons travailler en groupe, mais également la capacité de communication, car nous devons toujours présenter nos projets, mais aussi une capacité d'organisation, car il nous arrive de réaliser plusieurs projets en même temps. Mon parcours scolaire a débuté par un bac S spécialité SVT avec option physique, chimie et musique, et une année de préparation au CESI de Reims. La musique fait encore beaucoup partie de ma vie aujourd'hui car elle occupe un de mes loisirs principaux. J'ai choisi le violon car c'est un instrument qui me fait vibrer et dont les sonorités me plaisent beaucoup, et il me permet d'exprimer mes émotions très facilement. Pour compléter le côté musical et rester dans l'artistique, ce qui me plaît énormément, c'est le dessin. Par le dessin, j'arrive à développer mon imaginaire et mon côté créatif, et ça m'apporte également une certaine forme d'évasion. Le choix de mes études a été conforté par un ami qui m'a proposé de faire un stage avec lui, et le stage m'a permis de découvrir tout le côté robotique et informatique qui me plaît aujourd'hui dans mes études. Ce que j'aime le plus dans mes études, c'est que c'est concret, futuriste et très polyvalent. Ce cursus d'ingénieur correspond vraiment à ce que je voulais faire dans mes études. Pour équilibrer le côté scolaire et artistique de ma vie, je fais 2 à 3 fois par semaine un peu de course à pied pour me détendre. Ici, dans le parc Saint-Jean-de-Perse, j'aime bien venir courir pour me détendre et me vider la tête. Il est pratique, ça fait un coin de nature en plein milieu de la ville et c'est à 2 pas du campus. Ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que les filles sont très utiles à ce métier. Elles permettent d'apporter un regard que les hommes n'ont pas forcément et c'est enrichissant pour tous quand nous travaillons en groupe. Allez les filles, osez les sciences!
Voilà, concret, futuriste et polyvalent. On pourrait même ajouter qu'il y a sur pas mal de débouchés, hein, ce genre de formation. On va le voir, on l'a déjà vu d'ailleurs. Est-ce que vous savez précisément ce que vous voulez faire? Ingénieur, ça mènera à ça forcément, ce stage et ce que vous faites là actuellement au CESI? Alors, pour l'instant, j'ai pas d'idée précise, Ouais. précise. Je sais que je veux faire de l'informatique, mais c'est tellement vaste que, bah, comme je l'ai dit précédemment, j'attends de voir un peu ce qui va m'être proposé dans les années à venir, de me spécialiser encore un peu plus et après pouvoir dire j'ai choisi ça parce que ça me plaît. Mais en tout cas, la forme d'apprentissage, d'enseignement au CESI, ça, c'est ce qui vous convient le mieux. Oui, ça me convient énormément cette forme d'apprentissage par projet, de pouvoir directement mettre à contribution des acquis en fait. Et je trouve, enfin, personnellement, j'apprends beaucoup mieux en faisant des projets plutôt que toute seule avec un cours à apprendre par cœur. Alors, vous expliquez qu'au début, vous ne maîtrisez pas le sujet. Et comment on se sent tout au début à devoir maîtriser des choses techniques qu'on ne connaît pas forcément? Alors au début, enfin, par exemple en première année, quand on commence à avoir cette pédagogie-là, c'est vrai que j'étais complètement perdue. Je me suis dit non, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Mais en fait, à force de la travailler, de prendre le pas, en fait, c'est le coup de quelques semaines, un mois, mais en prenant la forme de cette pédagogie-là, après on remarque, enfin, personnellement j'ai remarqué que ça me plaisait beaucoup mieux. Et maintenant, même en arrivant sur un projet que je ne connais pas, dont je n'ai même pas les bases, je sais qu'avec les ressources qui vont nous être données, je vais réussir à aller chercher dans ces ressources ou aller chercher par moi-même d'autres ressources pour compléter les informations que je vais avoir. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est que j'apprends par moi-même. On est guidé quand même, mais si je veux faire plus, je fais plus. Et bon, en tout cas, je ne vais pas faire moins, mais c'est ça qui me plaît énormément. Guillaume Deschamps, vous enseignez à CESI. Alors, vous ne vous définissez pas comme professeur, mais accompagnateur, hein. Ça rebondit assez bien sur la façon dont vous encadrez les étudiants. Oui, tout à fait. Conclusion s'appelle enseignant formateur, mais donc bah, directement prof. Mais justement, c'est pour casser un petit peu cette vision de l'enseignement bah, qui est héritée forcément du secondaire et puis d'autres types de cours dans le supérieur, où vraiment on a le cours magistral qu'on appelle descendant, avec donc un prof qui enseigne quelque chose directement aux élèves, aux apprenants. Là, le but du jeu, c'est que donc comme vient de le décrire très bien Clémence, c'est que les élèves ici doivent en quelque sorte se débrouiller face à un problème qu'on leur pose. Alors le problème, évidemment, il est correctement posé, il a été réfléchi en amont, hein, mais voilà, les élèves se retrouvent devant un problème. C'est quelque chose enfin, c'est une pédagogie dans laquelle ils vont devoir être actifs. En fait, ils vont pas juste essayer de refaire ce qu'ils ont vu leur professeur faire, par exemple. Ils vont devoir essayer de trouver une solution par eux-mêmes. Donc, ils travaillent en petits groupes, hein. Les groupes de résolution de problèmes comme ça, c'est une dizaine d'élèves. Nous, c'est plutôt 12 à peu près. Et le but du jeu, c'est que bah, ils arrivent à arriver à leur solution. Moi, je vois par exemple en première année, là, cette année, à CESI, on a 3 groupes. Ben, quand on leur pose le même problème, ils n'arrivent pas tous à la même solution. Ils ont construit une solution qui fonctionne pour eux et qui respecte le contexte du problème, les contraintes du problème, etc. Donc on les accompagne. On les accompagne pour faire ça. Donc on a ce qu'on appelle une phase aller, où on va décortiquer, enfin on va les aider à décortiquer le problème. En fait, très rapidement, ils vont prendre l'habitude et ils vont le faire d'eux-mêmes. Mais on est là quand même pour des fois les aider, ou si on trouve qu'ils n'ont pas perçu par exemple une des difficultés, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Mais le but du jeu, c'est jamais de donner la réponse, entre guillemets. Ouais. C'est toujours de suggérer, c'est toujours de dire, mais là, par exemple, cette information-là, vous l'avez utilisée, vous l'avez pas utilisée, pourquoi? Et de les faire réfléchir par eux-mêmes. Et ensuite, surtout, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir une longue phase d'autonomie, de travail en autonomie. Alors, on leur fournit des ressources, nous-mêmes, des ressources, hein, c'est-à-dire des liens vers Internet, des livres, etc. Et ils doivent chercher, en fait. Donc là, on n'est plus sur, on a fait le chapitre 7, donc on a les exercices du chapitre 7. Là, il y a un livre, et puis va falloir aller chercher. En fait, c'est une démarche qui est vraiment typique de l'ingénieur. Et comment Je suis face à un problème nouveau et je dois essayer de le résoudre. comment vous sanctionnez, comment vous jugez, vous évaluez tout cela? Alors, Il y
il faut amener le projet à son terme, mais il y a aussi la façon de partager les choses. Oui. Il y a plein de choses aussi là-dedans. Oui, tout à fait. Alors en fait, on va les évaluer sur 3 critères principaux. Bon, il y a une évaluation qui est assez classique. En fait, ils ont des QCM en ligne assez complexes. Bon, bah là, ça c'est une évaluation, on va dire, purement théorique du savoir qu'ils ont accumulé. Ensuite, on les évalue sur leurs compétences. Donc là, les compétences, c'est ce qu'ils vont nous montrer, notamment dans la phase de projet. C'est l'application. Mhm. Donc, ils ont un projet, ils ont des livrables, ils ont une soutenance à chaque fois. Donc, toutes les 5 semaines, ils vont devoir terminer un projet, faire une soutenance. Et là, on va pouvoir un petit peu regarder cet aspect-là. Et puis, on a je reviens sur ça, sur le savoir-être. Hein, Ouais, c'est très important. vers là que je voulais Et, vous amener. Ouais. et là, on regarde un petit peu comment ils se comportent pendant les phases d'analyse de problèmes et puis parce qu'après on fait aussi une analyse à la fin. Ils présentent leurs solutions, on en discute, etc. Et on regarde un petit peu leur comportement. Est-ce qu'ils sont force de proposition? Est-ce qu'ils ont des idées? Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont rentrer dans une démarche scientifique qui consiste en fait à opposer des idées? C'est-à-dire que on peut pas faire progresser la science si on est tous d'accord. En fait, ça c'est la base. Il faut qu'il y ait des désaccords pour qu'on puisse dire non, moi je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis, donc je vais aller chercher dans une direction un petit peu différente. Donc c'est ce qui se passe au sein des groupes de 10 personnes Oui, que c'est ce qui se passe, vous tout à fait. accompagnez. Le savoir-être, la façon de se comporter dans l'entreprise ou entre collaborateurs, ça c'est quelque chose qui est très très important au-delà des compétences. Alors, c'est pour une entreprise comme la nôtre essentiel. Alors, pour rebondir déjà sur la façon d'appréhender les projets, c'est des choses qu'on met en place dans les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à des enjeux de valeur ajoutée ou des problématiques à traiter, on travaille de manière systématique en mode projet ou en mode collaboratif, comme on le dit chez nous. L'idée, c'est de développer au maximum l'intelligence collective et d'aller chercher la bonne solution qui correspond le mieux au marché ou aux besoins du client. Donc ça, c'est vraiment une compétence qui n'est pas une compétence scientifique, mais qui est une compétence essentielle. Et quand on revient sur le savoir-être, ou c'est ce que l'on appelle chez nous les compétences comportementales, il faut surtout pas les négliger. Je fais souvent le parallèle avec une équipe de foot, une équipe de rugby. Il faut être capable de jouer ensemble, de jouer collectif pour à la fin gagner ensemble et d'être performant ensemble. Donc c'est vraiment des choses qui sont essentielles dans les entreprises et je pense que dans les méthodes agiles qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises, on a besoin de ces garçons qui sont diplômés, compétents, mais aussi capables de collaborer, capables de challenger le statu quo, capables d'écouter les autres et capables d'interagir avec un écosystème d'entreprise. Dans la recherche, c'est le cas également. Tout à l'heure, Irène Marcovici nous disait, on n'est pas seul finalement. Hein. Il faut peut-être dépoussiérer cette image, c'est que le chercheur, il est là comme ça, la tête dans son ordi ou ses papiers. Mais c'est ce que disait Irène Marcovici, vous confirmez? Alors, on est C'est d'accord. Pierrot. Ouais. Je pense qu'on a peut-être des équipes qui sont un petit peu moins grandes que ce que je vais comprendre la vie en entreprise. Par contre, ce qu'on fait beaucoup, nous, en recherche, et qui est pour moi un gros point positif, on collabore avec des gens qui ne sont pas du tout dans nos villes ou dans nos régions, et en fait, souvent même pas dans nos pays. Donc, on est amené à travailler en anglais, à se déplacer beaucoup. On appelle ça des conférences, en fait. On va présenter nos travaux en conférence, et c'est aussi un lieu d'échange très important. Donc, c'est vraiment pas du tout rare de travailler, de trouver quelque chose de nouveau en collaboration avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Et ça, bah oui, pour ça, il faut bien forcément savoir travailler avec d'autres personnes et puis s'adapter surtout pour nous à d'autres cultures, d'autres manières de penser qui peuvent être très très différentes. Surtout en sciences, en fait, on n'y pense pas, mais tout le monde ne fait pas des sciences de la même manière. Donc oui, ça fait partie des choses. Important. Collaboration et comportement. Une autre question qui nous est arrivée à l'adresse, donc que vous pouvez retrouver au bas de cet écran. Quels sont les avantages à se diriger vers les études scientifiques supérieures? Qui veut se lancer sur cette question? Les avantages à se lancer vers des études supérieures scientifiques. Nous avons des lycéens scientifiques qui se destinent peut-être. Comment est-ce que vous pouvez peut-être conforter leur choix? Très bien. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses. Les métiers sont multiples, on a beaucoup de débouchés, on a de l'emploi vraiment déjà derrière. Donc, on fait des études pour avoir un emploi, il ne faut pas perdre ça de vue. Moi, l'avantage tout bête, c'est que j'ai trouvé que c'était juste passionnant. En fait, j'ai passé des années à continuer à apprendre des choses et
d'un point de vue intellectuel, c'était vraiment stimulant. Donc, ça a beaucoup joué, en tout cas pour moi. À l'université, j'ai eu beaucoup d'autonomie dans les choix de mes cours, sûrement plus tôt que en classe préparatoire, en école d'ingénieur, en UT. On peut choisir très vite les voies qui nous plaisent. Donc le mauvais côté des choses, c'est que si on ne sait pas trop ce qu'on veut tout de suite, il vaut mieux pas aller vers ces branches-là. Voilà, la passion, je pense, en fait. Il faut quand même aimer ça pour aimer les sciences, cette idée de résoudre des problèmes, la logique, le raisonnement. Et c'est très satisfaisant de pouvoir faire ça au quotidien. Vous êtes d'accord? Vous avez des choses à ajouter, peut-être sur l'intérêt de se lancer dans des filières scientifiques? Pour rebondir sur ce que disait Clémence, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que tu as dit, c'est que finalement, tu as une idée de ce que tu veux faire, mais qui n'est pas encore précise, et elle va se raffiner au cours du temps. Et ça, c'est très important parce que justement, la diversité des métiers disponibles dans les cursus scientifiques fait que, notamment en école d'ingénieur, tu peux prendre le temps de construire, chaque élève peut prendre le temps de construire son propre parcours, et en fait, c'est pas, voilà, je rentre pas en première année avec une idée souvent déjà précise de ce que je veux faire. Par contre, au bout de 5 ans, ben ça, normalement, ça va avoir, cette idée-là va avoir émergé, va s'être, et j'aurai des idées beaucoup plus claires. Et donc là, c'est quand même un gros intérêt, c'est de pouvoir prendre son temps pour construire un parcours finalement. Et notamment, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, où on s'inscrit directement dans un parcours en 5 ans, on n'a pas à se demander, au bout de 2 ans, il faudra peut-être que je me réoriente, ou est-ce que je serai pris dans telle filière, ou etc. Là, on passe un contrat un peu plus à long terme, et qui nous permet de grandir, en fait. Ouais, et aller dans les sciences, est-ce que c'est pas un peu aussi aller au-delà de l'usage, comprendre comment ça fonctionne, contribuer à l'évolution, de l'amélioration d'un process ou d'un produit? Il y a cette notion-là aussi, selon vous? Alors, pour moi, personnellement, Ouais. je me suis surtout lancée dans les sciences pour ça, parce que c'est un milieu qui est toujours en évolution. Enfin, on va toujours se remettre en question pour trouver de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses aussi. Donc, pour moi, il faut être très curieux pour aller dans les sciences, parce que on va pouvoir aller chercher plus loin que ce qu'on a déjà pour pouvoir faire évoluer les choses, justement. Donc, oui, pour moi, c'est important. Moi, je pense qu'un mot qui est clé, c'est le côté innovation et challenger le statu quo, remettre en question ce qui existe pour aller plus loin, pour rebondir sur pourquoi s'engager dans un cursus plus long. En tant que chef d'entreprise, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que plus la boîte à outils est bien remplie au départ, plus le champ des possibles est important dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, quand on voit les jeunes arriver, ils vont changer plusieurs fois de métier dans leur carrière, dans l'entreprise. Et plus le socle est costaud, diversifié, plus ils auront le choix de muter vers des nouveaux métiers qui leur amèneront ce qu'on a tout à l'heure initié, la notion de plaisir, parce que c'est quand même le carburant d'une carrière, le plaisir. Et je pense que plus on a une base solide, plus on a le choix, et plus on a le choix, et plus on peut aller loin avec ce plaisir au quotidien. Je voudrais qu'on aborde aussi la question de la représentativité des femmes dans les cursus liés aux sciences. Vous avez vu ces vidéos, les filles oser les sciences. Ça, c'était une campagne aussi d'Acoustica, l'association qui permet aussi de vulgariser les sciences et de les amener aussi à être comprises par le plus grand nombre. Et donc, il y avait cette campagne-là. Alors, on va aborder cette question-là parce que c'est quand même assez problématique. J'ai quelques chiffres à vous donner qui sont pas si vieux d'ailleurs. Je les ai trouvés dans un article du Monde le 16 novembre dernier. Le taux de féminisation au niveau national des écoles d'ingénieurs est de 32%. La part des femmes ingénieurs dans les activités financières et des assurances, 20%. On n'en trouve que 19% dans l'informatique et 18% dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Alors, est-ce que pour vous, vous avez une explication à tout ça? Alors, mesdames, peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué? Alors, vous, Sophie Bigot, vous évoluez dans un monde qui est à grande majorité, si on n'est pas loin du 100% masculin, dans le BTP. Comment est-ce que vous avez abordé votre arrivée dans ce secteur-là? Alors au début, je suis de nature très timide. Alors ça a été compliqué au départ.
Après, le fait d'avoir fait des stages, d'avoir travaillé en alternance m'a déjà mis un pied, m'a permis de mettre un pied sur le chantier, d'apprendre en fait les connaissances techniques pour être au même niveau que les ouvriers de chantier. Et le fait qu'aujourd'hui je gère ces entreprises, je gère ces hommes sur le chantier, ce n'est pas ou que je sois une femme ou un homme, ce n'est pas ça qui compte. En fait, ce sont mes compétences. Et ce sont mes compétences qui font que les personnes me respectent. Donc, pour moi, Et être est-ce que une vous femme ou sentiez un qu'on homme, attendait plus de vous à ce poste-là que si vous aviez été un homme? je peux pas dire. Je pense que je réussis aussi bien que les hommes. Et je pense que si un homme fait des erreurs ou une femme fait des erreurs, sera sanctionné par les gars de chantier. Il n'y a pas de reprise possible, quoi. Pour eux, si quelqu'un n'a pas les compétences nécessaires, il ne sera pas reconnu à ce titre sur le chantier. Alors que si on a les compétences, qu'on soit un homme ou une femme, on est respecté. C'est ça qu'en fait, je veux dire, c'est que euh, être une femme n'est pas un frein. C'est pas forcément un atout non plus, mais je sais que je suis différente sur le chantier et je suis respectée pour mes compétences. Et les personnes m'appellent chef sur le chantier et ça se passe très très bien. Après, euh, le fait d'être une femme aussi, je suis quelqu'un qui va facilement aussi discuter avec les autres. Donc, je dis bonjour à toutes les personnes sur le chantier, que ce soit le maçon, que ce soit le conducteur de travaux, le chef de chantier ou le chauffeur de camion. Et j'ai toujours en fait besoin de... Il faut respecter les gens pour être respecté. Donc être une femme, en fait, c'est bien. Et en même temps, je suis différente, mais en même temps, je réussis dans ce que j'entreprends. Et est-ce que sur le terrain, les métiers du BTP pourraient convenir aux femmes? Est-ce que tous les métiers du BTP Oui. sont accessibles aux femmes? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a des classifications un peu genrées des métiers, mais est-ce que là, on peut complètement faire exploser ça sur le BTP? Alors, il y a des métiers en fait qui nécessitent de la force manuelle. Donc, je veux dire, une femme ne va pas forcément poser les bordures. Mais par contre, je connais des femmes chauffeurs de camions, des chauffeurs de grue, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier. Donc, en fait, peut-être en minorité, mais elles représentent une part dans toute l'échelle des travaux dans le BTP. Donc, tout est possible. Voilà. Donc, on sent bien que vous avez confiance en vous. Oui. Ouais. Quand on a confiance, je pense que c'est important de l'évoquer dans dans la pratique de ces métiers qui sont soi-disant et soi-disant vraiment destinés aux hommes, ou en tout cas les hommes sont plus nombreux. Clémence Faligou, vous, dans ces métiers techniques, est-ce que vous évoluez de façon facile? Il y a beaucoup d'hommes aussi autour de vous, plus de femmes? Comment ça se répartit? Alors, moi, par exemple, je le vois dans ma promo ou dans l'école en général, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais je trouve que c'est absolument pas un souci. En fait, à partir du moment où, comme ça a été dit, on montre qu'on a des compétences, on est pris pour les compétences et pas parce qu'on est un homme ou une femme. Et en plus, c'est ce que je pense, mais je trouve que les femmes peuvent apporter un regard différent parce que soit plus de sensibilité ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'être une femme dans un milieu d'hommes, c'est plus apporter quelque chose que plutôt avoir peur de se sentir inférieure ou quoi que ce soit. Donc non, pour moi, je trouve ça facile. Et je me dis qu'à partir du moment où il y a une ou deux femmes dans un métier où il y a 100 hommes, on va dire, c'est que c'est accessible à toutes les femmes, en fait. Ouais. Même s'il y a un très faible pourcentage, il y en a qui l'ont fait, donc c'est que c'est accessible et on peut le faire, je pense. D'accord. Et pourquoi il y en aurait moins dans certains domaines que dans d'autres? Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Est-ce que c'est la méconnaissance? Est-ce que c'est cette idée ancrée dans la société Moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de clichés dans la société qui freinent l'accès à certains métiers. Pourtant, il y a quelque chose qu'il faut vraiment rapporter, à insister, et c'est super important. Tous les métiers sont accessibles aux femmes comme aux hommes. La première chose qui compte, c'est est-ce que vous en avez envie? Et si vous en avez envie, mon message, c'est allez-y, foncez. Et pourtant, je pense, Clémence comme moi, on a eu à certains moments de nos vies ou de nos choix de carrière, ça peut être la famille, les amis, les professeurs, qui nous disent « Oh, tu vas pas faire ça, c'est pas pour toi ». Ça, il faut pas l'écouter. S'il n'y a pas de vraie raison derrière, c'est pas pour toi,
Si c'est quelqu'un qui en fait est en train juste de plaquer une information qu'il a en tête, de se dire oh mais enfin il n'y a pas de femme en informatique, tu vas quand même faire ça et tout, c'est très mauvais parce que si c'est ce que vous avez envie de faire, il faut vraiment y aller. Moi par exemple, je peux même vous dire à quel moment j'ai failli ne pas faire d'informatique. Donc j'ai fait de l'informatique parce que j'en avais besoin pour mon métier. On m'a dit pour faire de la cryptographie, il faut faire de l'informatique. Mais j'avais pas du tout envie. Et pourquoi j'avais pas du tout envie? Parce que j'avais cette idée que je sais maintenant fausse, mais qui est partout dans les médias, à la télé, qu'un informaticien, c'est un gars pas super cool, qui est pas très sociable, qui a pas trop d'amis, qui est dans une cave, qui voit pas la lumière du jour, qui est en suite, qui mange des kebabs et tout. Et en vrai, ça existe. D'accord. J'ai des collègues où j'ai eu des gens comme ça dans les cours mais en fait, ces gens-là, ils peuvent faire absolument tous les autres métiers eux aussi. Et moi, ça m'empêche pas d'être qui je suis. Je peux être informaticienne et rester moi-même. Donc moi-même, je suis quelqu'un qui sort beaucoup, j'ai des amis, je fais du sport. On n'est pas obligé de rentrer dans le stéréotype. Il faut vraiment avoir en tête, si vous avez envie de faire un métier, allez-y. Je sais pas ce que tu en penses, Clémence. Oui. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, Clémence, vous avez eu ce qu'évoquait tout de suite Cécile, c'est-à-dire qu'au sein de votre famille, il y a eu quelques incompréhensions quand vous avez expliqué ce que vous vouliez faire. Oui, notamment ma mère qui ne me voyait pas du tout en informatique parce que il y a le cliché du c'est un métier d'homme, il y a beaucoup de misogynie, tout ça, bon d'accord. Elle me voyait énormément dans l'art, puisque c'est mes passions, mais c'est des passions à côté, ou dans la médecine, mais absolument pas ingénieur en quoi que ce soit, d'ailleurs pas forcément en informatique. Mais je me suis dit pourquoi pas, si d'autres peuvent le faire, je peux le faire aussi. Donc en découvrant un peu plus, en me renseignant, j'ai vu que ça me plaisait et je me dis que c'est aussi par un manque de renseignement aussi de sa part, je pense qu'elle ne savait pas à quel point ça pouvait être ouvert aux femmes aussi, ce genre de métier. C'est un manque d'information aussi qui peut générer cette faible représentation des femmes dans certains secteurs occupés par beaucoup d'hommes. Est-ce qu'au sein des lycées, les informations circulent bien et surtout, est-ce que ces clichés qu'on a vie dure, on arrive à les faire exploser aussi dès le lycée ou dans les centres de documentation? Vous avez pas eu d'informations plus précises que ça sur l'éventail des métiers que vous pouviez faire? Alors, moi, quand j'étais au lycée, on ne m'a pas restreint dans quoi que ce soit. En fait, on m'a posé les métiers et puis on m'a donné des informations sur les métiers sans vraiment donner de clichés, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est assez bien représenté dans les lycées parce qu'ils donnent les informations des métiers en général sans donner des informations de genre. Mais je pense que c'est plutôt beaucoup dans les médias ou dans les familles ou même dans ta propre représentation. On va avoir des métiers qu'il va y avoir des clichés et que du coup, il faut lutter contre ça, il faut se renseigner plus et du coup, éviter de s'auto-censurer en disant bon, je peux pas le faire. Du coup, il faut vraiment y aller, se renseigner à fond. Et il y a la notion de confiance en soi aussi, du coup, qui intervient beaucoup, parce qu'il faut lutter contre ça et avoir confiance en soi pour surmonter aussi ces clichés. Le syndrome de l'imposteur aussi, est-ce que je suis au bon endroit, là, à la bonne place? Qu'est-ce que vous diriez à des lycéennes, justement, qui se posent cette question-là, peut-être, de par tous les exemples qu'on vient d'entendre sur ces clichés qui ont la vie si dure? Je pense que pour donner un peu d'espoir aux jeunes femmes qui nous écoutent et donner une touche entreprise, pour nous, c'est des vieux sujets. En fait, la diversité et les femmes sont une richesse dans une entreprise. Donc, je pense aussi que ce qu'on peut attendre à la maison, dans la famille, ou ces croyances, je pense à un moment donné, il faut en sortir. Elles existent encore, certainement, mais dans des entreprises comme la nôtre, tout a été dit dans la compétence, en fait. Ce qui fait qu'on se marie, ce qui fait qu'on prend un collaborateur, c'est qu'on identifie chez lui une compétence métier, une compétence de comportementale. C'est pour ça qu'on le prend dans notre équipe. Et si c'est une femme, oui, si il faut c'est encore un que homme, cette femme se présente à vous. c'est exactement ça. Après, la problématique que nous rencontrons, et d'ailleurs je peux lancer un appel, c'est qu'aujourd'hui je recrute 4 informaticiens. Si vous savez développer du C#, vous êtes une femme et que vous voulez vivre dans l'Aisne, venez, on vous prend. La problématique, c'est qu'on n'a pas d'offre, on n'a pas d'opportunité de recruter des femmes, notamment. Alors, on a déjà aussi des difficultés à recruter des hommes, mais on n'a pas de femmes dans ces cursus-là. Donc, je pense encore une fois, le message d'espoir, c'est de dire osez vous projeter dans ces cursus-là, et vous trouverez en face de vous des entreprises qui ne sont plus dans ces vieilles croyances et qui s'intéresseront à vous, à vos compétences et à vos compétences comportementales et à rien d'autre. Et dans votre domaine, dans votre société, dans l'Aisne, combien de femmes? Alors aujourd'hui, on a 9% de femmes
zéro en informatique. Mais on a des belles histoires à raconter. On vient de recruter une ingénieure QSE dans un monde d'hommes, et ça sera une femme, qui était en compétition avec des hommes. QSE, Et on a pris une QSE, qualité, sécurité, environnement. Et elle va être au milieu des ateliers avec toutes nos équipes. Et on l'a prise, non pas parce que c'était une femme, on l'a prise parce qu'elle était compétente. Voilà. C'est un beau message qu'il faut entendre et qu'il faut garder en tête, surtout la compétence. Donc, moi, pour finir cette table ronde autour des sciences, j'aimerais vous entendre chacun dire à nos amis lycéens qui nous regardent là un aspect du monde du travail dont ils doivent avoir confiance. Alors la compétence, là, on a bien compris, peut-être d'autres choses, ou selon vous, vraiment l'idée reçue qu'il faut combattre et qui pourrait faire hésiter un lycéen, a fortiori une lycéenne, à se tourner vers des études scientifiques, techniques ou technologiques. Qui se lance sur l'idée reçue qu'on va balayer là aujourd'hui en disant non, les sciences, ça vaut le coup, allez-y, et surtout si vous pensez ça, non, il ne faut pas. Alors, moi, l'idée reçue, parce que je ne t'ai pas exprimé juste avant, mais parce que je l'ai vu de nombreuses fois, c'est qu'il faut lutter, je vais revenir à ce qu'on disait, hein, mais il faut lutter contre l'autocensure que peuvent ressentir, on va dire, certaines lycéennes notamment. Moi, j'ai été prof de lycée, donc je l'ai vu, on va dire. Ça m'a. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça triste même. Qu'est-ce que vous leur dites alors à ces lycéennes qui doutent, qui n'ont pas confiance en elles pour se lancer? Oui, alors déjà, le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a. La confiance en soi, ça vient en le faisant, en fait. Hein. C'est très, très rare que les gens aient confiance en eux comme ça à 18 ans. La confiance en soi, elle vient à force de le faire. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Et donc là, il faut oublier tout ça. Je pense qu'il y a un syndrome du fait de se dire c'est toujours les autres qui vont réussir, mais moi, je ne peux pas. Et ça c'est faux. Donc ça, c'est vraiment un cliché qui me dérange beaucoup. Il y a pas que ça, on en parlait déjà tout à l'heure sur le niveau en maths, par exemple. Il n'y a pas que les 3 premiers de la classe en maths qui peuvent faire des études scientifiques. C'est complètement faux. Et de la même façon, pour les lycéennes, par exemple, qui nous regardent, il n'y a aucune raison de ne pas se lancer dans ces cursus. D'ailleurs, elles sont présentes, par exemple, en biologie, en médecine, par exemple. Leur cerveau n'est pas fait différemment, elle pourrait très bien être présente en informatique, elle pourrait être très bien présente dans n'importe quel domaine. Donc en fait, tout ça, c'est juste des constructions sociales, c'est juste leur imagination. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on a créées qui n'existent pas en fait. Et il faut aller contre ça, et il faut y aller sciemment, il faut y aller vraiment. Et après, parce que sinon, on rentre aussi dans un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que comme on est dans un milieu qui est dominé, en effet, il y a beaucoup d'hommes, par exemple. Si on n'y va jamais, il y aura toujours beaucoup d'hommes. Hein. Si on ne change pas les choses, elles ne changeront pas. Et en fait, c'est en faisant, c'est justement en allant occuper ce terrain-là qu'on va réussir à faire évoluer les choses. Mais moi, je reviens toujours sur une statistique incroyable. Jusqu'en 1980, les cursus d'informatique fondamentale aux États-Unis, c'était 50% d'hommes, 50% de femmes. L'industrie, à ce moment-là, des consoles et des premiers ordinateurs personnels est arrivée, a fait du marketing en direction des hommes, et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 5 à 10% de femmes dans les cursus informatiques. Donc, en fait, c'est un problème qui n'existe pas. C'est un problème qui existe, je veux dire, mais en réalité, il n'y a pas de réalité derrière, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc, il faut vraiment voir les choses différemment. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il y a beaucoup de femmes qui se sont révélées, par exemple, dans des métiers de l'informatique, je prends cet exemple-là. Il n'y a aucune raison que ça soit pas le cas à l'heure actuelle. Ou alors on se lance dans le marketing et on fait changer les choses. Alors, oui, non, mais c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il faut faire évoluer les choses. On va écouter Irène Marcovici également qui souhaite partager avec nous, et donc on l'a enregistré, hein, vous l'avez bien compris, elle n'est pas avec nous aujourd'hui, enseignante chercheuse à Nancy. Elle nous parle justement des idées reçues qu'elle souhaite elle aussi combattre. En fait, donc, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a une image très négative des classes préparatoires d'une part, et aussi de manière plus générale des études de mathématiques ou de physique. Et je pense que c'est dommage. Et
D'une part, il faut savoir qu'il y a de la place pour tout le monde dans les études scientifiques, et il y a des débouchés. Donc c'est des filières où on sait qu'on peut trouver du travail à l'issue de ces études scientifiques, et ne pas hésiter à se lancer dans des études scientifiques si on a le goût pour les sciences, parce que c'est des filières où on peut trouver des emplois, soit après des études 100% universitaires, soit après être entré dans une école d'ingénieur après 2-3 ans en classe préparatoire ou à l'université. On peut essayer de rejoindre une école d'ingénieur. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs différentes qui existent. Et donc, au final, beaucoup de place à prendre. Et voilà, donc il y a de la place pour toutes celles et ceux que ça intéresse. Bon, bah, voyez, les maths, c'est pas si compliqué alors apparemment, hein. En tout cas, si vous voulez vous lancer, j'espère qu'on vous aura rassuré un petit peu. On va continuer de ce tour de table. Sophie Bigot, vous, quelle idée reçue avez-vous envie de combattre? Alors, en idée reçue, j'ai du mal à en trouver. Pour moi, tout est faisable. Mais je veux surtout faire passer un message à toutes les lycéennes qui nous écoutent là. C'est que si vous ne savez pas trop, en fait, pour votre avenir professionnel, mais si vous avez une idée en tête, un rêve à réaliser, il ne faut pas se dire que parce qu'on est une femme, on n'y arrivera pas. On y arrivera. On y arrive toujours. C'est si on se donne les moyens et si on a vraiment envie, on peut tout réussir. Et ça, c'est une force qu'on a, nous, c'est que les femmes, ça ne lâche jamais. Ça n'abandonne pas. Et c'est ça que je veux dire, c'est que si vous voulez faire quelque chose, comme moi, quand j'ai voulu aller dans le BTP, on m'a regardé avec des yeux, c'était pas possible. Mais si c'est possible, et comme quoi j'y arrive. Et aujourd'hui, je suis très fière de ce que je fais, et je me dis qu'aujourd'hui, je suis arrivée là où je voulais être. Bravo. Ouais, c'est bien d'être parvenu à ce qu'on voulait au départ. Sébastien Attencourt, vous, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Un message d'encouragement ou quelque chose aussi que vous voudriez voir changer autour des cursus scientifiques, techniques, technologiques? Ce que j'ai envie de dire, j'ai une jeune adolescente de 15 ans, je lui dis de vivre ses rêves et de réfléchir à ce qui va lui donner l'énergie chaque matin d'aller au travail et de trouver ce qui l'a fait vibrer au-delà du métier en lui-même. En management, on a parlé de confiance en soi. En coaching, on parle de la théorie des 3 P, protection, permission, puissance. J'ai juste envie de autorisez-vous à vous permettre de faire ce que vous avez envie. Et c'est là que vous irez trouver votre plaisir et l'énergie au quotidien. Et encore une fois, quand on va dans les sciences, on va dans les sciences pour chercher, pour innover, pour créer, pour justement entrer dans une vie qui n'est pas une vie monotone, qui a des rebondissements et qui permet l'innovation et l'amélioration. Donc je pense que c'est vraiment une voie où on peut s'éclater tout au long de sa vie. Et puis il y a quand même un sujet aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est tout le développement durable, la transition écologique qui tient vraiment à cœur à la génération qui nous suit aujourd'hui, les lycéens, et les domaines techniques, technologiques, numériques sont vraiment moteurs dans ce domaine-là pour y accéder et améliorer les choses. On peut citer des exemples, par exemple. On est à l'aube d'une révolution profonde dans tous les secteurs. On parle de l'automobile, mais on est aussi dans l'agriculture, on est dans tout. Et donc il y a tout à créer, il y a tout à innover. Nous dans nos ateliers, il y a encore 1 ou 2 ans, on parlait de moteurs thermiques et aujourd'hui, on n'est que sur la batterie, l'hydrogène. Et il y a tout à chercher, tout à créer pour construire le monde de demain. Donc voilà des domaines, des segments qui sont passionnants pour les nouvelles générations et qui vont donner du grain à moudre au cerveau de nos jeunes diplômés. Voilà, le monde de demain est inventé aussi et à travers les sciences. Clémence Faligot, j'ai envie de vous appeler Céline, peut-être parce que vous êtes à côté de Cécile, sans doute. Vous avez quelque chose à dire? Vous avez quitté le lycée il n'y a pas si longtemps? Oui. Alors, autant aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire, que ce soit des sciences ou pas, mais surtout si c'est dans les sciences, il faut vraiment s'autoriser à faire ce qu'on a envie et ne pas avoir peur des clichés, justement. Ça rejoint un peu tout ce qui a été dit, mais vraiment se renseigner et ne pas du tout avoir peur des idées reçues.
et se dire qu'on peut le faire surtout. Je pense que le plus important, c'est de ne pas se sentir inférieur aux autres sur ce point-là. Cécile Pierrot, vous aurez le dernier mot. Les derniers mots. Moi, j'ai une petite pensée pour les hommes qui nous écoutent. Eux aussi, en fait, il ne faut pas qu'ils écoutent les clichés. Typiquement, s'ils ont envie d'être infirmiers, s'ils ont envie d'être sage-femme, il n'y a que 3% d'hommes qui sont sages-femmes. Allez-y, suivez aussi votre voie. Et si quelqu'un vous dit dans votre famille, un ami, un proche, ah, mais franchement, tu vas avoir que des filles autour de toi, très bien, tant mieux. Enfin, pas de souci, quoi. D'accord? Donc, vous aussi, vous ne laissez pas trop influencer par le fait que ça ne se fait ou ça ne se fait pas. C'est votre avenir qui est en jeu. Vous pouvez tout à fait le faire. Osez, osez, osez. Donc voilà, ayez de l'audace, lancez-vous, n'ayez pas peur, hein, vous n'avez rien à craindre. Les débouchés sont là, l'épanouissement aussi, hein, on est d'accord tous? Vous êtes heureux dans votre job, tous autant que vous êtes ici, et dans les études aussi que Clémence vous faites. C'est parfait, donc puis en plus c'est vrai que s'éclater dans son travail, c'est quand même beaucoup mieux que le subir. J'espère en tout cas que ces témoignages vous auront aidé et permis aussi de vous faire une idée plus précise, de lever des doutes autour de l'implication des sciences, des techniques, du numérique, de la technologie dans les métiers actuels et ceux de demain. On peut donc, peut-être aujourd'hui, on a conforté une envie, maintenant il n'y a plus qu'à oser, et là c'est à vous de jouer. D'ailleurs, je peux vous inviter à suivre cette exposition également, Les filles oser les sciences. C'est conçu par Acoustica, dont je vous parlais tout à l'heure. Les lycées peuvent les accueillir, hein, vous, profs qui nous écoutez, vous pouvez en faire la demande auprès d'Acoustica, vous le savez peut-être d'ailleurs déjà, donc n'hésitez pas. Et puis merci à tous les 5 d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à Acoustica pour l'organisation, CESI également pour nous avoir accueillis, et puis l'inspection académique spécialisée dans les sciences. Et merci aussi surtout à vous tous de nous avoir suivis cet après-midi. Vous pouvez revoir ou inviter vos amis qui n'ont pas pu la voir cet après-midi avec nous cette table ronde. La voir en famille également, parce qu'on le disait, ça peut lever aussi à quelques incompréhensions au sein de la famille, à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. N'hésitez pas, la vidéo est disponible sur le site du CESI. Merci beaucoup. Au revoir.